Voilà, ça y est, c'est lancé. Les gens commencent à bien arriver. Qui se passe. N'hésitez pas à ajouter à votre nom l'endroit d'où vous venez ou en tout cas l'endroit où vous êtes. Parce que mine de rien, ça nous fait plaisir de voir. Je me souviens le dernier webinaire, on avait des participants qui venaient de La Réunion et on était super contents. Donc, même si vous ne venez pas de La Réunion, c'est pas grave, mais ça fait plaisir aussi de voir d'où vous vous connectez. Bienvenue pour ceux qui arrivent. On attend juste quelques minutes, le temps que voilà, que tout le monde arrive et puis on pourra commencer. Moi, j'ai un petit peu de soucis là pour me connecter. On vous voit et on vous entend bien. Ah bon, d'accord, c'est parfait. Ouais. Bienvenue, bienvenue. On n'a pas votre prénom, par contre, on n'a que votre nom de famille, Delcroix. Bienvenue. Alors, Marie-Claude. Bienvenue, Marie-Claude. Je ne suis pas loin du Germoir, je suis à Azincourt. Ah, d'accord. C'est bien quand même. Et du coup, oui, je vois qu'il y a des gens de Grande-Sainte, de la communauté urbaine d'Arras, de Paris. Oui, et puis Montpellier, moi je vois aussi. C'est des Saint-Antoine, ouais, c'est Montpellier. Poitiers, je pense. Super. On va commencer tranquillement si vous le voulez bien. Je vais continuer d'accueillir les nouvelles personnes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e chapitre des webinaires des 4 saisons. Juste pour info, je m'appelle Chloé et je travaille pour une entreprise qui s'appelle Execo et je travaille avec Chloé Martineau, avec Noémie, avec PH, autour d'un projet qui s'appelle Marmite et autour d'une organisation qui s'appelle le Germoir et ils auront l'occasion de vous en dire davantage. Donc voilà, vous connaissez le thème du jour, hein, c'est la lutte contre la précarité alimentaire, écrire d'autres chemins pour plus de dignité. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la genèse du projet des 4 saisons, c'est-à-dire ce cycle de webinaires que nous animons maintenant depuis l'année dernière. Et pour cela, Noémie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur pourquoi cette idée des webinaires, d'où c'est né, que tu nous dises un petit peu plus aussi ce qu'est le Germoir, ce qu'est le collectif Marmite, etc. Okay, merci Chloé. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce webinaire. Donc, je suis Noémie Lemoine, responsable développement du Germoir qui se situe en Bricourt. Donc, on est dans le haut pays du Montreuilois, dans le Pas-de-Calais, entre Fruges, Hesdin et Saint-Paul, donc sur une zone qui est très rurale. Nous sommes un tiers-lieu et on appelle ça un tiers-lieu nourricier parce qu'on a des fonctionnalités alimentaires qui sont très développées, enfin en tout cas qui sont au cœur de notre projet. On produit des légumes, on les transforme déjà un petit peu et bientôt beaucoup parce on a un projet de Food Lab solidaire et donc une unité de transformation. On accompagne à la création d'activités via un espace test agricole et aussi plus largement sur l'économie sociale et solidaire et sur toutes les dynamiques collectives et notamment depuis 2019 donc via le projet Marmite qui s'appelait Maison de l'alimentation en rural, qui avait vocation, qui a toujours, à se réapproprier les questions d'alimentation et du coup à faire naître des dynamiques de coopération interacteurs, en tout cas multi-acteurs, puisque maintenant on en parle beaucoup et on le sait, hein, l'alimentation est un thème à la croisée de pas mal de domaines qui mobilisent
des enjeux différents et qui a besoin, pour transitionner en alimentation, on a besoin d'interagir avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, nous, on est un peu ces catalyseurs-là, quelque part, le germoir via Marmite, et du coup, avec les gens qu'on entraîne dans le sillage, on est des catalyseurs un peu de dynamique collective. Et donc, pourquoi les 4 saisons? Parce qu'on a envie de montrer que les initiatives inspirantes existent. Et en fait, on a envie de sortir d'un discours dominant un peu morose ou alors un peu tout fait, dans lequel tout serait institué avec des chaînes de valeur hyper longues, avec voilà, le monde de l'alimentation est en train de bouger et on a envie de participer au fait de le montrer. Donc, l'intérêt, c'est de donner la parole à des discours qui montrent une autre façon de voir et de faire et qui peut aider les porteurs de projets, les collectivités, les tiers-lieux à développer des actions qui ont plus de sens pour eux, en tout cas à réfléchir à leur posture. Voilà le but des 4 saisons de la marmite, inspirer positivement, monter en compétences ensemble, on est dans une vocation apprenante, et puis se donner des nouveaux outils tous ensemble. Voilà. Merci Noémie. Donc pour rappel, là c'est la 3e édition des webinaires. On s'était déjà rencontrés un peu plus tôt dans l'année pour parler des injonctions alimentaires et comment justement trouver des chemins ou en tout cas des méthodes différentes pour éviter de tomber toujours dans l'injonction alimentaire dans le cadre de nos projets. Avant l'été, on s'était retrouvés pour un autre webinaire qui s'appelait « Évaluer n'est pas que compter ». Et la question, c'était comment est-ce qu'on peut mesurer l'inquantifiable, notamment dans nos projets. Pourquoi je vous rappelle ça? C'est parce que ces 2 webinaires sont aujourd'hui en ligne, disponibles sur YouTube. Et donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller le consulter. Vous tapez le germoir, vous tapez les 4 saisons et vous le retrouvez très facilement sur YouTube. Donc, je vous l'avais dit, avant l'été, le sujet, c'était évaluer, ça n'était pas que compter. On avait reçu notamment, comme ça vous le savez, à titre d'exemple, on avait reçu Julien Perdrigeant, délégué de la Fabrique des Transitions, Théophile Parent, qui est chef de projet au Programme national pour l'alimentation à la DRAF. On avait Thibaut Guillon, qui est chargé de recherche-transfert à l'Institut Gaudin. Et enfin, Joachim Lebrun, qui était directeur adjoint de l'APES Hauts-de-France. On est quand même chez, voilà, vous savez, on vient des Hauts-de-France, donc on vient aussi quand même chercher les copains et ceux que nous connaissons. Mais voilà, n'hésitez pas parce que vraiment, c'était un sujet très intéressant, notamment autour de la mise en récit. Comment évaluer nos projets à travers cet outil de la mise en récit qui peut, à mon avis, vous être utile. Je ne sais pas si Noémie ou Chloé ont ça sous la main, mais ça vaudrait peut-être le coup de mettre les liens sur le chat des 2 vidéos. Voilà, c'est un petit message comme ça. Le message est passé. Le thème d'aujourd'hui, donc je vous l'ai dit, c'est lutter contre la précarité alimentaire. L'idée, c'est d'imaginer d'autres chemins pour plus de dignité. Chloé, pourquoi est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique? Je me souviens, on était au téléphone toutes les 2. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi? Pourquoi c'est un sujet sur lequel il y a encore plein de choses à dire? Voilà, je te laisse nous rappeler l'importance et puis aussi nous rappeler l'importance aussi des dispositifs classiques qui existent aujourd'hui et qui, heureusement, sont là. Tout à fait. Merci Chloé. Bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Martineau. Je travaille pour l'association Le Germoir. Noémie vous a déjà présenté ce qu'on y faisait. Moi, mon sujet principal, c'est la mise en place d'un Food Lab solidaire, c'est-à-dire un lieu de transformation pour fruits et légumes vraiment multifonctionnel qui répond à plein de besoins du territoire. Donc, à des besoins de transformation pour les producteurs, bien sûr, à des besoins aussi de transformation pour nous, parce que comme vous l'avez compris, on est aussi un espace test agricole et on a aussi une production maraîchère. Mais au-delà de ça, on a vraiment envie aussi que cet outil soit un lieu vraiment de création de liens sociaux autour de l'alimentation, de mixité aussi autour de cette question de l'alimentation, qui soit ouvert à tous, qui puisse être utilisé par des porteurs de projets, par des habitants, et également en lien avec l'aide alimentaire qu'on peut avoir sur le territoire aujourd'hui, pour vraiment avoir
un lieu convivial, sympathique, où on aborde ces sujets de l'alimentation. Donc, on commence seulement depuis maintenant une petite année à travailler sur cette question de la précarité alimentaire. Et rapidement, en fait, on s'est rendu compte, en tout cas, moi, j'ai ressenti que oui, il y avait beaucoup plus de monde, il y avait énormément de monde aujourd'hui qui étaient bénéficiaires de l'aide alimentaire. On compte ça en millions de personnes bénéficiaires des systèmes d'aide alimentaire, donc de distribution notamment. Donc, c'est bien sûr des dispositifs qui sont essentiels, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs millions de personnes qui bénéficient de produits alimentaires distribués par différents types d'associations sur le territoire. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais j'ai quand même le sentiment que ces dispositifs-là, donc et de la distribution et de l'accompagnement qu'il peut y avoir aussi autour des publics qui sont en situation de précarité alimentaire, pourraient être abordés de manière différente. Parce que j'ai le sentiment que quelquefois, l'importance de l'humain et le respect de la dignité de l'humain dans ces dispositifs-là peut être un peu éloigné de ce qu'on fait au quotidien. Moi, je me suis aussi beaucoup aperçue quand j'ai eu l'occasion de mener beaucoup d'ateliers cuisine auprès de publics en situation de précarité. Et au bout d'un moment, je me suis vraiment aperçue qu'en fait, ce que je proposais dans les ateliers cuisine, ça ne correspondait pas aux besoins des personnes qui étaient là. C'est-à-dire que parler de produits bio à des personnes qui ne savent même pas s'ils vont pouvoir manger le soir ou le lendemain, ou donner à manger à leur enfant, et ben, il y a quand même un... Enfin, c'est pas juste, quoi. On n'est pas juste dans notre manière de faire. Et du coup, c'était vraiment important pour moi d'avoir un temps comme ça où on pouvait partager des constats, donc sans dire un tel fait pas bien, ça va pas, etc. C'est comme ça en l'état, on est d'accord, on prend et heureusement que ça existe, mais essayer de voir comment on peut en tout cas pointer ces constats et de voir quelles sont les autres perspectives possibles pour quelque chose de plus joyeux, plus digne et plus respectueux de l'humain. Ce système d'aide alimentaire pour la distribution, moi je sens qu'il n'est aussi pas tout à fait juste, même si ça bouge énormément en ce moment sur les produits qui sont proposés. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système au niveau de l'aide alimentaire qui maintient en tout cas la dynamique agro-industrielle qui est en place avec tout le système de défiscalisation, de surplus, etc. Et du coup, je trouve que pour le mangeur, ce n'est pas aussi respectueux parce que les publics qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire ne mangent pas que, parce qu'il y a aussi un peu plus de mixité qui se fait maintenant dans les épiceries notamment, mais mangent principalement ce que les autres ne veulent pas et ce que le système agro-industriel traditionnel a produit en trop. Et voilà, du coup, je trouve ça un petit peu dérangeant. Donc, il y a très peu de choix. Enfin, il peut y avoir peu de choix, même si, encore une fois, ça bouge un peu. Il y a une question aussi sur la qualité de ce qui peut être proposé et sur la diversité. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, l'important, ce serait de partir de ce qu'ils ont besoin et de ce qu'ils souhaitent manger. Je trouve que ce qui est important aussi, c'est que, ce que j'ai ressenti là, ces derniers mois en travaillant sur la thématique, c'est qu'en fait, au-delà de l'accessibilité économique à l'alimentation, on a plein de choses qui jouent parce que l'alimentation, forcément, on le vit tous au quotidien. Tout le monde mange tout le temps et en fait, ça touche à de vraiment très nombreux aspects de notre vie. Ça touche de où on vient, de comment on a été élevé, où est-ce qu'on vit, est-ce qu'on est en ville, en milieu rural, etc. Comment on vit avec qui, et puis comment on se sent aussi dans notre tête, dans notre corps. Est-ce qu'on a des problèmes de santé, est-ce qu'on mange seul, et tout ça, en fait, je trouve que du coup, dans les dispositifs d'accompagnement dans la lutte contre la précarité alimentaire, j'ai le sentiment qu'on ne va pas assez chercher la globalité de tous ces aspects-là et qu'on propose que des solutions au niveau économique, on vous propose des produits qui sont accessibles et on propose des ateliers cuisine parce qu'on part du principe qu'il y a un défaut par rapport à une connaissance et un manque de savoir-faire par rapport à la cuisine. Et j'ai vraiment le sentiment que ça va bien au-delà et qu'on est un peu... que ça fait partie d'eux, c'est-à-dire que c'est une des ficelles à tirer, le fait de pouvoir proposer des ateliers cuisine, par exemple, mais que c'est assez réducteur et qu'on ne va pas assez de manière assez large et tirer toutes les autres ficelles qu'on pourrait tirer pour qu'on puisse avancer sur ces questions-là. Voilà, donc ce qui est important pour moi, c'est toujours aussi d'aborder ça vraiment dans la question de l'envie, comment on donne envie en fait aux gens
et comment on avance de manière joyeuse sur ces questions-là, que ce soit à nous dans nos quotidiens d'accompagnateurs ou auprès des publics en situation de précarité. Merci beaucoup, Chloé, pour cette contextualisation. Ça y est, il est temps pour moi de présenter nos intervenants. Donc, j'aimerais vous présenter Bénédicte Bonzi. Bénédicte, tu es docteur en anthropologie sociale. Tu as partagé le quotidien des Restos du Cœur et de la Croix-Rouge et tu vas pouvoir nous en dire plus pour t'aider dans tes recherches. Et notamment, l'un de tes objectifs, ça a été de caractériser les violences alimentaires pour mettre en visibilité les impacts physiques et psychologiques de l'aide alimentaire sur les personnes. Et je vais te laisser la parole juste après Bénédicte. Ensuite, nous allons avoir le retour de Marie Delfos. Marie, tu es chargée de mission au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Et toi, tu interviens sur des missions thématiques liées à la réduction des inégalités à travers les politiques publiques fédérales. Je lis mes notes, sinon je vais dire une bêtise. Et enfin, Pierre-Henri. Bonjour Pierre-Henri, tu es l'animateur de l'espace test et du guide asso au Germoir. Et toi, tu vas nous parler de l'opération Reconnexion. C'est une semaine de faire ensemble autour du maraîchage, de la cuisine et du développement personnel, avec notamment un public qui est des personnes isolées. Voilà. Vous avez un chat, je vois qu'il y a déjà des gens qui échangent dessus, donc c'est parfait. Ce que je vous propose, c'est de l'utiliser pour poser vos questions. Ça permettra aussi, soit à nos intervenants, s'ils arrivent à les voir en même temps, soit à nous peut-être de venir poser vos questions pour vous. N'hésitez pas, vraiment, c'est un moment d'échange. Profitez d'eux, ils sont là, ils sont là pour vous, ils sont là pour répondre à vos questions et partager leurs expériences. Donc surtout, utilisez cet outil. Et d'ailleurs, merci Noémie d'avoir mis les liens pour les vidéos YouTube. On va commencer donc par Bénédicte. Bénédicte, bonjour. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi et nous expliquer ce qui t'a amené à travailler sur le sujet des violences alimentaires? Alors, ce qui m'a amené à travailler sur cette question, c'est en fait un concours de circonstances. Moi, de formation, à la base, je suis éducatrice spécialisée. Et puis, j'ai ressenti pas mal de frustration en étant éducatrice, en me disant que j'avais fait une formation pour être acteur dans le social et pouvoir changer certaines choses, en tout cas participer à améliorer des trajectoires pour des personnes en situation de vulnérabilité. Et j'avais l'impression en fait de subir avec eux des impossibilités de mieux faire, de mieux prendre en compte, etc. Du coup, j'ai décidé de reprendre des études en anthropologie et j'ai eu besoin de m'éloigner un peu de la question sociale pour prendre du recul. Donc, j'ai fait mon travail de terrain au Kurdistan irakien en m'intéressant aux questions des semences. Et finalement, je suis allée là-bas pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans une zone qui avait gagné une autonomie politique en perdant son autonomie alimentaire. Et raconter cette histoire-là en s'intéressant au blé, puisqu'il s'agit du croissant fertile. Et puis, finalement, mon terrain a été interrompu parce que Daesh. Et je suis revenue en France avec l'envie de continuer, d'approfondir certaines questions et l'envie de faire une thèse. Et du coup, la question violence alimentaire n'était pas du tout présente dans ma tête. Mais donc, je m'étais engagée auprès des Restos du Cœur et je ressentais pas mal de choses. Et surtout, je voyais que quand j'en parlais à mon entourage, voilà, le HESS, même à des amis, etc., bien, ce que je racontais, c'était surprenant, c'était pas évident. Et du coup, ce travail-là, il est venu aussi se dire, il y a un monde en fait qui est au milieu de nous, ici en France, j'étais partie bien loin auparavant, et qui est invisible. Et comment en fait le mettre en visibilité et petit à petit comprendre aussi que pour moi, mon travail et cette mise en visibilité, ça allait participer à montrer aussi les responsables. J'y reviendrai tout à l'heure pour rebondir aussi sur pas mal de choses que Chloé a mentionnées par rapport au système actuel de l'aide alimentaire. Chloé, ton micro. Ça y est, me voilà. Pardon. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui, Bénédicte, quand on parle de violence alimentaire? Alors, cette définition, c'est important de la situer
C'est-à-dire que parler de violence alimentaire, c'est parler d'une violence structurelle. C'est-à-dire qu'en aucun cas, la violence que je mentionne, elle ne serait liée à l'action des bénévoles. Loin de là. Les bénévoles, ils m'ont permis de la comprendre en m'accueillant dans leur rang et en ressentant en fait toute une violence qu'on devait contenir. En clair, ce que j'ai réalisé auprès des restos, c'est que 90 voire 95% du temps, on contient la violence dans le fait d'être là sur le terrain et que parfois, 5% du temps, ça explose. Mais ces étincelles, elles sont aussi utiles. Ce que ça vient dire aussi, ça vient dire que si on n'avait pas ces dispositifs de l'aide alimentaire, cet engagement, cette action des bénévoles, on aurait des situations en France d'émeutes de la faim, de vol, en fait, de tensions, parce que, et c'est là qu'on en vient à la violence structurelle et à tout ce que mentionnait Chloé en introduction, parce qu'en fait, on ne respecte pas le droit à l'alimentation. Et le non-respect d'un droit, eh bien, c'est ça qui est violent pour les personnes et c'est ça qui va avoir une traduction. Et la structure de l'aide alimentaire aujourd'hui, qui est basée sur le don de nourriture, eh bien, elle ne permet pas d'exercer la justice. C'est autre chose. Dans le don, on a deux choses qui cohabitent. On a une force bénéfique, une force qui est créatrice et qui va permettre qu'à travers le don et l'aide alimentaire, on fait des choses merveilleuses en rattrapant les gens au niveau de la fracture sociale. Mais on a aussi une force maléfique qui fait qu'il y a de la domination qui peut s'exercer dans le don. D'où l'importance d'avoir un principe plus de justice alimentaire et non basé sur le don. Et pourquoi? Parce que le don, il nécessite aussi une réciprocité. Et aujourd'hui, tout ce malaise qu'on ressent au sein de l'aide alimentaire avec la question en fait, de proposer aux personnes des produits qui auparavant étaient plutôt des produits détruits ou jetés, eh bien, ça vient montrer que les bénévoles sont considérés dans un espace où le don se fait avant eux, c'est-à-dire qu'on a cette nourriture qui aurait dû être jetée. Cette nourriture, elle est donnée aux structures et en échange, l'État intervient puisqu'il va procéder à une défiscalisation. Donc, on va dire que l'opération de don, elle est faite sans la personne à qui est destiné le don. Donc, il n'y a pas de réciprocité possible, ce qui interroge même le terme de don. Et ce qui fait que dans ce système-là, on ressent une violence qui est aussi le fait que les personnes apparaissent davantage comme une variable d'ajustement d'un système alimentaire qui surproduit et qui nécessite de jeter. Et là, on pourra en reparler après dans les débats, mais ça fait aussi énormément de mal au monde agricole. Et donc, voilà, les violences alimentaires, ça vient nommer en fait toute cette structure dans le système alimentaire qui, en bout de chaîne, fait que dans un pays où la nourriture circule en abondance, où en fait est consacré dans la loi le fait de donner l'accès à cette nourriture, eh bien ce n'est pas respecté. Donc ça a un impact sur les personnes et cet impact, il est de deux ordres. Il a un impact physique. Au départ, quand moi j'ai attaqué mon travail de terrain au Resto du Cœur, les bénévoles m'ont dit « Tu vas voir, ici, les gens, ils gonflent ». Et ils ne voulaient pas me dire en fait qu'ils mangeaient bien. Ils voulaient me dire que cette absorption de ce surplus, en tout cas je le traduis aujourd'hui comme ça, eh bien ça allait se voir physiquement. Et ces autres atteintes physiques, ce sont les anémies, c'est l'hypertension, en fait, toutes ces choses qui sont renseignées dans les études ABENA. Donc on a en fait plein d'infos pour nous dire qu'il faudrait arrêter ça. Et puis, on a ce qui était aussi important pour moi de caractériser, tout un tas d'impacts psychologiques. Je me suis servie pour caractériser ces violences-là de la grille de lecture que donne Marie-Hélène Irigoyen dans les violences faites aux femmes. Pourquoi cette grille de lecture? Parce qu'en fait, elle nous permet de voir l'importance du cumul de petites choses qui deviennent finalement, qui plongent en fait les personnes dans cette violence-là au quotidien et qui font qu'il est extrêmement dur d'en sortir indemne et qu'il y a des impacts. Donc, ces petites choses qui s'exercent dans le cadre de l'aide alimentaire, encore une fois, qui ne sont pas du tout liées au bénévolat, mais à la structure du système d'aide alimentaire, ce sont des menaces,
ce sont l'inversion de la faute, la culpabilité, on l'a dit à travers des ateliers cuisine où on va recommander des choses aux gens, mais finalement, elles ne peuvent pas le faire. C'est la honte, c'est l'isolement. L'aide alimentaire isole énormément puisqu'on voilà, on bascule vraiment dans un autre monde. Et en fait, l'importance de définir ces violences alimentaires, c'est de décrire ce monde et puis de décrire et de faire apparaître qui a des responsabilités là-dessus et de qui on peut attendre une transformation et un changement. Merci Bénédicte. Est-ce que tu as... Alors, on va parler d'une solution en particulier un peu après, mais est-ce que tu as déjà envisagé quelques solutions, En tout cas, là, tu nous en parles, hein, tu dis qu'effectivement, la violence, elle est structurelle. Comment est-ce que, selon toi, on peut venir commencer à toucher à la structure, je dirais? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de terminer mon terrain avec une réflexion engagée au niveau national de plusieurs structures, dont la structure des CIVAM, Agrista, autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Et moi, je dois avouer que j'étais à un stade d'analyse, d'écriture, de description où vraiment, c'était insupportable. Et de voir cette proposition en fait émerger, c'était une ligne d'horizon. De me dire, ah, mais en fait, non seulement ce que moi je décris est insupportable, mais face à ça, on a des pistes d'action et de solutions de transformation structurelle du système, puisque non, on peut pas, c'est pas en améliorant l'aide alimentaire qu'on va permettre aux personnes de sortir de cette précarité. Voilà, il faut vraiment transformer complètement le système alimentaire et en prenant en compte la question agricole. Et ce que permet de faire le projet de sécurité sociale de l'alimentation, c'est bien de se dire, on se donne les moyens de mieux... Ah, il y a un écho, c'est agréable. On se donne les moyens de mieux répondre aussi à l'enjeu de la production, de transformer cette production. Encore une fois, là, et moi je trouve que c'est vraiment important, en ne faisant pas porter la responsabilité du mal-être du système alimentaire sur les agriculteurs. Il y a peu de métiers où on travaille 70 heures par semaine pour gagner de moins en moins. Les agriculteurs font partie des personnes en fait, qui subissent ces situations-là. Il y a aussi énormément de violence. Et donc, voilà, de se dire, mais non, il y a une ligne d'horizon qui vient là répondre aux deux bouts de la chaîne et qui vient nous dire qu'on n'est pas obligé de subir ça. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a plein de choses en fait, qui émergent un petit peu partout sur le territoire et je pense que c'est important aussi d'avoir ces bols d'air et de se dire que beaucoup d'actions en fait, sont possibles au jour d'aujourd'hui pour transformer le système. Ça marche. Merci beaucoup, Bénédicte. On fait une pause sur la sécurité sociale alimentaire parce que je vais laisser la parole à Marie et ensuite parce que je sais qu'elle y travaille également. Et donc, comme ça, vous pourrez en discuter toutes les deux. Je me tourne maintenant vers Marie. Bonjour, Marie. Ce qui serait bien, c'est effectivement, avec toi, on va pouvoir aborder le point de vue des politiques publiques parce que tu travailles pour le réseau Wallon. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur toi ? Alors, bonjour à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, moi, je suis en effet chargée de mission au réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Alors, le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, c'est une ASBL qui est belge et qui se situe en région wallonne, donc la partie francophone de la Belgique. Alors, nous, au réseau, on a pour objectif d'éradiquer la pauvreté en partant du terrain, de la parole des personnes qui sont en situation de précarité et de pauvreté. Donc, le réseau, c'est un ensemble d'ASBL qui sont actifs sur le terrain dont je vous parlais tout à l'heure, donc en région wallonne, mais on travaille aussi avec entre 150 et 200 personnes qui sont ce qu'on appelle des témoins du vécu militants. Donc, ce sont des personnes qui, de par leur vécu, de par leur expérience passée ou toujours présente, sont des personnes qui vivent dans la précarité ou dans la pauvreté. Alors nous, au réseau, on travaille avec eux, on réfléchit, on crée des espaces de concertation, de réflexion sur différentes thématiques et on porte leur voix auprès des politiques. Alors on porte leur voix à travers des avis qui sont donnés sur justement des politiques publiques qui sont en cours de construction
ou via aussi des rencontres en circuit court. Donc là, c'est eux qui directement vont rencontrer des ministres pour pouvoir échanger sur une thématique bien précise. Alors moi, personnellement, au réseau, je travaille sur les thématiques de la transition climatique juste et sur le droit à l'alimentation, notamment sur la sécurité sociale de l'alimentation aussi. Voilà. Merci Marie. J'ai un petit chat dans la gorge, je m'excuse. Voilà. C'est pas grave, moi aussi. Je vais essayer de meubler comme ça te laisse le temps de prendre ta respiration, peut-être boire un petit coup d'eau. Donc, tu l'as entendu, hein, Bénédicte, et puis en plus, c'est assez intéressant parce que toutes les deux, vous vous appuyez sur une expérience terrain, toi avec notamment les témoins du vécu militant. Enfin, voilà, il y a une réelle reconnexion au terrain, aux gens qui font, aux gens qui agissent justement pour lutter contre la précarité alimentaire. Est-ce que tu partages les mêmes constats que Bénédicte? J'allais dire outre-Atlantique, mais non, il n'y a pas un Atlantique qui nous sépare. Mais en tout cas, en Belgique, est-ce que tu partages les mêmes constats que Bénédicte? Oui, on partage les mêmes constats que Bénédicte, en effet. Et on part du coup des paroles des personnes avec qui on travaille. Et donc, ça nous est vraiment relayé. Et on adopte vraiment une position d'opposition au système d'aide alimentaire. Alors, ça existe aussi en Belgique, hein, et on considère que cette aide alimentaire est extrêmement violente pour les personnes qui sont obligées d'y avoir recours pour ne plus avoir faim, pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire. Alors, on sait que c'est un nécessaire actuel, donc on ne nie absolument pas la nécessité de l'aide alimentaire à court terme pour le moment, pour assurer cette sécurité alimentaire, mais comme disait Bénédicte, le contenu des colis et la manière de distribuer, non pas les bénévoles, mais la violence structurelle dans la manière de distribuer les colis est extrêmement violente. Donc on voit que ce sont des invendus, ce dont les riches ne veulent pas, on est très militants, donc ce dont les riches ne veulent pas. On voit que c'est bien souvent la même chose, parfois des aliments périmés, donc on a vraiment des gens qui nous disent en fait, moi avec un colis, j'ai pas tout ce qu'il me faut, je dois compléter, j'ai pas de produits frais, j'ai pas de produits laitiers, on a vraiment des invendus d'une qualité médiocre, qui ont un impact du coup négatif sur la santé, comme disait Bénédicte, et surtout avec un peu plus de diversité, donc des produits frais, ça manque réellement, quoi. Et alors en Belgique, je ne sais pas comment c'est dans le système français, mais en Belgique, les personnes pour pouvoir en bénéficier doivent bien souvent se justifier. Donc il y a des contrôles qui sont faits. Est-ce que vous gagnez vraiment suffisamment peu que pour avoir accès à l'aide alimentaire? Et donc ça, c'est vraiment une violence extrême, quoi. On ressent vraiment beaucoup d'émotions de la part des témoins du vécu quand ils en parlent. Alors ce que nous aussi on trouve violent dans l'aide alimentaire, c'est qu'on est dans la gestion de la pauvreté. Donc, c'est-à-dire qu'on pense vraiment qu'il faut des mesures structurelles pour accroître le recours aux droits et pour éradiquer la pauvreté et permettre, par exemple, qu'avec un revenu suffisant, les gens puissent se nourrir comme ils l'entendent. Donc, on demande des mesures fortes, nous, en Belgique, de la part des politiques. Donc, on ne responsabilise pas la personne, on met la responsabilité sur les politiques. Donc, on veut une alimentation de qualité qui soit accessible et que le choix de son alimentation ne soit plus un choix de luxe, mais un droit fondamental. Donc, ce n'est pas uniquement la sécurité, c'est aussi la souveraineté, c'est la possibilité de choisir librement son alimentation. Alors, à l'heure actuelle, avec la crise énergétique, on s'inquiète davantage parce qu'en fait, la souveraineté alimentaire, c'est vraiment hyper important. Mais ici, on voit qu'avec la crise énergétique, les personnes avec lesquelles on travaille vont peut-être encore devoir diminuer leur alimentation par rapport à ce qu'elles mangeaient déjà peu au départ. On va peut-être avoir un accroissement de la diminution de l'alimentation. Et parce qu'on sait que l'alimentation, c'est la vraie d'ajustement des ménages, quoi. Et donc là, on se dit, est-ce que finalement, il ne faut pas trouver encore d'autres solutions pour que la sécurité alimentaire soit assurée, mais du coup d'une manière structurelle, quoi, parce que voilà, le droit à l'alimentation, c'est un droit fondamental. Et au-delà de porter leur voix auprès des politiques, est-ce qu'il y a une autre activité, au-delà de porter la voix, quels sont les domaines d'activité sur lesquels vous intervenez pour peut-être justement agir au plus près des épiceries sociales, des épiceries solidaires peut-être, ou peut-être transmettre des bonnes pratiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? C'est quelque chose qu'on fait à l'heure actuelle. Moi, je travaille dans un collectif, je fais partie d'un collectif qui réfléchit sur la sécurité sociale de l'alimentation en Belgique avec différentes ASBL.
Et pour nourrir le chantier, justement, du point de vue de la lutte contre la pauvreté, pour porter les voix des personnes en situation de précarité, je suis en train de réaliser une expérience de terrain où, avec certaines personnes, ça fait 2 fois déjà, on est allé dans un magasin circuit court à Namur qui s'appelle Paysans Artisans, qui regroupe des producteurs, c'est une coopérative de producteurs et qui a des magasins, plusieurs magasins, je pense une dizaine sur le territoire de Namur. Donc Namur, c'est la capitale de la Wallonie. Voilà, c'est en plein centre. Et on a discuté justement sur l'accès à l'alimentation locale, de qualité, en regardant aussi, mais tiens, en fait, est-ce que ce type de magasin, vous iriez dans ce type de magasin? Quels seraient éventuellement les freins et les obstacles à l'accès, déjà à la structure, au magasin en tant que tel, également aux produits? C'est quand même des produits qui n'ont pas le packaging habituel, ce n'est pas des produits qu'on rencontre tous les jours non plus. Il y a de l'accessibilité financière aussi. Donc, on en a fait un test, c'est vraiment lié à la SSA, à la Sécurité sociale de l'alimentation, donc j'anticipe un peu, mais on a fait un test voilà, avec 150 € par mois à dépenser dans des magasins circuit court. C'est une hypothèse de la Sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous sauriez faire vos courses pour un mois, quoi? Ou en tout cas les bases de vos courses pour un mois? Et donc, on a fait ça il y a 2-3 semaines et le constat a été quand même assez interpellant, quoi. On est avec des personnes qui, avec 150 € par mois, pourraient se nourrir, avoir beaucoup plus d'alimentation dans un magasin type normal, je dirais agroalimentaire, normal, quoi, plutôt que dans un magasin circuit court. Du coup, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées aussi par rapport à ça, tout en sachant bien évidemment qu'ils sont conscients de l'importance de se nourrir de manière saine avec des produits frais de qualité et qui font du bien aussi à l'environnement et aux producteurs, pour la juste rémunération des producteurs. Donc, on est un peu dans une espèce de... Il y avait de la culpabilité, un peu de la violence dans la réflexion en se disant, en fait, moi, je ne participe pas parce que je n'ai pas les moyens de participer à aider le producteur à côté de chez moi que je connais, mais en fait, c'est un peu trop cher par rapport à ce que moi, je peux me permettre. Et je sais que ce que je consomme ne fait pas du bien à la planète, mais en même temps, je n'ai pas les moyens financiers à l'heure actuelle de pouvoir acheter des produits locaux, produits en circuit court, quoi. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait pour le moment à ce niveau-là. Voilà. Super. Merci Marie. N'hésitez pas si vous avez des questions, et puis je vais lire le commentaire qui me fait plaisir de Cécilia, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Cécilia, elle dirige, je ne sais pas si on peut dire diriger, mais en tout cas, elle gère une épicerie sociale et solidaire à Frévent, dans le Pas-de-Calais. Et elle dit « Vive les épiceries sociales et solidaires, choix et dignité ». Voilà, elle est fière de porter son projet. Je sens que toutes les deux, vous avez envie de nous parler de quelque chose. C'est de la sécurité sociale alimentaire. Alors, je vais vous lire, parce que moi, c'était maintenant. Est-ce que c'était maintenant? Je relis mon conducteur. Oui, on laisse la parole à Pierre-Henri juste après. Et donc, moi, j'avais trouvé une définition de la sécurité sociale de l'alimentation. Vous me dites si elle vous convient et si c'est à peu près ça. La sécurité sociale de l'alimentation, je suis allée sur Wikipédia, texto. La sécurité sociale de l'alimentation est une réflexion en cours, en France, mais on voit qu'en Belgique, c'est le cas également, portée par différents acteurs de la société civile sur la création de nouveaux droits sociaux visant à assurer conjointement un droit à l'alimentation, des droits aux producteurs d'alimentation et le respect de l'environnement. Est-ce que, donc Bénédicte Marie, vous prenez la parole comme vous le souhaitez, est-ce que cette définition de Wikipédia est juste et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le concept? Bénédicte, c'est un projet qui nous vient de France. Donc, je propose que si tu as envie d'ouvrir la... Oui, et puis du coup, je vais ouvrir en rebondissant aussi sur ce que tu expliquais par rapport à l'expérimentation. Parce que, en fait, quand on parle de la sécurité sociale de l'alimentation, on s'inspire de la sécurité sociale de santé, telle qu'elle a été pensée en 1945, qui aujourd'hui a pris, hélas, quelques plombs dans l'aile par rapport à ce que ça aurait dû et pu être. Mais du coup, ça veut dire qu'on est sur un modèle où on a des caisses locales de l'alimentation. C'est-à-dire qu'on ne donne pas uniquement 150 € aux personnes, mais on demande à ces personnes à qui on ouvre un droit d'avoir aussi des devoirs et de s'intéresser à comment est produite cette nourriture et de conventionner les produits. Et c'est ça aussi qui change tout, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système alimentaire qui déconnecte complètement
le consommateur du producteur. Et c'est bien ces écarts-là sur lesquels il faut intervenir. Et finalement, moi, l'image qui me vient en tête sur le temps que ça va prendre, c'est qu'il faut un peu une détox du système capitaliste qui fait corps avec nous à travers une certaine alimentation qui correspond voilà, à tout un tas de changements qui ont eu lieu. Mais voilà, il va falloir un peu de temps, même si on ne l'a pas, pour accompagner les personnes. Et moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'on peut imposer une transformation du système alimentaire. Ça doit juste être accompagné parce que ce qui manque le plus pour moi aux personnes, c'est la liberté de choix. Et au risque de paraître très utopiste, mais je suis assez confiante dans le choix des personnes bien informées pour faire du bien à leur environnement, à leur entourage, et pas reproduire les dérives dans lesquelles quelques-uns nous mettent, pour parler assez honnêtement, quoi. Voilà. Et quel était l'autre? Oui, l'autre point aussi, c'est de se dire que cette sécurité sociale de l'alimentation, on va la financer avec la force de travail. Donc après, bien sûr, il y a plein de discussions sur exactement où est-ce qu'on va prendre l'argent et comment ça va s'organiser. Mais ce que je voulais partager aussi, c'est cette idée qu'on produit aussi, grâce à notre travail, de quoi offrir du lien social, construire du lien social, et que ça ne doit pas nous être retiré pour que notre travail soit pris, et peut-être je le dis trop fois, mais finalement pour nourrir un système capitaliste qui ne nous convient pas et qui plonge d'autres dans la misère. Donc c'est aussi cette récupération qui est une belle ligne d'horizon et qui fait du bien aussi dans cette façon de penser un autre projet autour du système alimentaire. Marie, voilà comment toi ça existe dans ton... Enfin, tu as dit que tu t'engageais notamment, tu avais un engagement pour la sécurité sociale alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les piliers de cette sécurité sociale? Comment est-ce qu'elle fonctionnerait? Voilà, comment... Oui, alors en Belgique, on est un petit collectif encore informel à l'heure actuelle qui réfléchit à différents modèles, différentes hypothèses de sécurité sociale de l'alimentation. Alors, parmi les hypothèses qu'on a, on en a une qui serait de faire rentrer la sécurité sociale comme un 8e pilier de la sécurité sociale belge. Donc, la sécurité sociale, pour rappel, donc, comme le disait Bénédicte, née en 1945, elle repose sur un pilier vraiment important qui est chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et donc, c'est vraiment l'idée on voit ici le dispositif de solidarité déjà à la source. Alors, nous, on réfléchit comme disait Bénédicte aussi, à reconnecter le producteur, le consommateur, à faire aussi en sorte que ce soit bon pour l'environnement, forcément, à travers les petits producteurs qui produisent localement. Il y a beaucoup, c'est un peu plus compliqué en fait en Belgique, parce que vous savez, ce qu'on appelle la lasagne institutionnelle belge, on a des fédérales, communautaires, régions, donc on se situe à beaucoup de niveaux, et donc on a beaucoup d'aspects techniques qui entrent en ligne de compte. Donc ça complique un peu les choses. Donc on ne sait pas encore bien si on conventionne, parce que Bénédicte parlait du conventionnement, si on conventionne des produits, si on conventionne des structures, sur base de labels ou pas de labels. Est-ce que les produits aussi vont répondre aux besoins des consommateurs? Nous, on réfléchit vraiment à l'inscrire au niveau fédéral. Donc ça veut dire que tout le monde cotiserait, comme le disait Bénédicte, au niveau de son salaire et recevrait selon ses besoins. Marie, ton micro, c'est coupé. Voilà, pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ce que je disais, c'est qu'on réfléchit vraiment de le faire à l'échelle du pays. Et donc, il y a des questions de... On aimerait bien que les gens puissent se prononcer sur les produits qu'ils voudraient voir conventionnés. Mais ça pose question par rapport à la place, comment instaurer le groupe où aurait lieu cette discussion, quoi. Comment faire en sorte que ce soit entendu, que ce soit entendu par les régions qui redistribuent. Voilà, ça pose énormément de questions, mais pour nous, c'est une solution dans le sens où il faut qu'elle réduise les inégalités.
C'est-à-dire que si à la fin, si la cotisation fait en sorte que les personnes n'ont pas plus d'argent à la fin du mois ou puissent pas se nourrir mieux, ça n'a pas de sens pour nous, quoi. Donc, dans tous les aspects techniques, c'est vraiment cet objectif de réduction des inégalités et d'accès à l'alimentation qui est primordial. Voilà. Mais comme je vous le dis, on est aux prémices, il y a énormément de questions techniques qui se posent. Donc voilà. Mais on a de l'espoir aussi et on travaille là-dessus. Il y a un site internet qui est plutôt bien fait. Ça s'appelle sécurité-sociale-alimentation.org. Bénédicte, j'imagine que tu le connais ou que tu... voilà, il y a pas mal de choses. Il y a notamment des podcasts, des émissions radio, des choses si vous avez envie d'en savoir plus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissiez, si c'est quelque chose qui vous intéressait déjà ou si vous le découvrez aujourd'hui. En tout cas, le site est plutôt bien fait. Bénédicte, est-ce que, en dehors de cette sécurité sociale de l'alimentation, est-ce qu'il y a d'autres manières d'accompagner plus dignement? Je pense notamment peut-être à des gens qui nous regardent, peut-être qui effectivement sont bénévoles auprès de la Croix-Rouge, auprès des restos, auprès de peu importe, et qui se disent comment moi, à mon échelle, je peux essayer d'éviter de tomber dans cette violence structurelle ou en tout cas de faire quelques... Voilà, comment est-ce que je peux m'engager, voilà, pour leur donner des pistes concrètes d'action. Alors, c'est une question qui est large et puis qui est très liée en fait à... Je pense qu'il y aurait plein de façons de répondre, mais pour ne pas être trop longue, dans les personnes que j'ai croisées, et c'est ça aussi que je trouve très important, c'est qu'il y a une forme d'engagement qui est plutôt viscérale autour de la question alimentaire et qui ne passe pas forcément par la tête, dans le sens où on ressent en fait une injustice profonde et on se dit, oh voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et du coup, il y a cette forme d'engagement qui est là et qui peut après devenir difficile quand on se rend compte que ce à quoi on répond ne nous permet pas en fait de soulager l'autre comme on pensait pouvoir le faire en s'engageant. Du coup, dans les façons de s'engager aujourd'hui, je me dis qu'il y a plusieurs choses. Le premier, c'est déjà d'arriver à situer son action, non pas comme je vais réduire la pauvreté, la précarité, mais aujourd'hui, on est plutôt dans une question de résistance. C'est-à-dire, on résiste au système et du coup, c'est pour ça que ce qu'on fait n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, mais en même temps, c'est plus qu'important de le faire, c'est primordial d'avoir cette résistance. Et du coup, ça fait encore le lien avec la sécurité sociale de l'alimentation, de santé, de se dire, non, elle a été construite par des résistants et elle est nourrie aussi d'expériences douloureuses qui ont rendu les gens plus forts, donc de personnes résilientes qui ont pu penser tout ça. Donc peut-être que sur les formes d'engagement, ce que j'ai plus envie de souligner, c'est l'importance de ne pas se décourager et de ne pas se sentir utilisé et de ne pas se faire utiliser, mais de savoir à quoi on sert, comment on y participe et d'avoir dans l'esprit finalement la ligne de fuite, la ligne d'horizon que pourrait être un autre projet. Et du coup, pas se faire happer dans ce que les États semblent aujourd'hui mettre en œuvre, c'est-à-dire une forme de cogestion de la pauvreté via des structures qui sont censées lutter contre la pauvreté et qui viennent la gérer. Ce n'était pas du tout l'objet, ce n'était pas du tout le contrat. Et ça, c'est important de le dire et que du coup, c'est un peu ces chantages au financement, c'est assez indigne aussi parce que finalement, les rapports qui servent à dire comment il faudrait faire et ça ne coûterait pas plus cher, il y en a plein, et que finalement, on maintient aussi ce système. Et ça, je pense que c'est assez scandaleux. Et au final, chacun en fait ce qu'il veut, mais je me dis que de cette indignation, de cette résistance, il faut aussi pouvoir reconstruire un rapport de force. Pour moi, ce que ça m'a apporté d'enquêter, de faire tout ce travail auprès des Restos du Cœur, c'est de comprendre à quel point Coluche manquait.
dans le sens où je suis convaincue que si quelqu'un comme lui était encore là, l'aide alimentaire serait très différente. Parce qu'il n'avait pas peur de dire les choses et parce que cette cogestion de la pauvreté aurait été rendue impossible par sa lucidité, par sa façon de dénoncer, et qu'aujourd'hui, ben, peut-être il faut se dire qu'on a encore à dénoncer, à être très clair sur ce qui est inacceptable, et qu'en effet, c'est pas normal que dans le pays de la bouffe, il y en ait qu'on n'ait pas assez, et que rien que par rapport à ça, eh bien, on se doit d'agir et voilà, de se rassembler sur tout ce qu'on peut faire ensemble pour... je sais pas comment le formuler parce que après c'est pas non plus. Enfin, il y a plein de collectivités, plein d'acteurs de l'État qui agissent bien, mais c'est vraiment cette structure en fait un peu surplombante qui répond aux règles de l'OMC, qui empêche et qui voilà et qui vient en fait dénaturer ce qu'on aura envie de faire, sur lequel je crois qu'il faut pouvoir résister. Et je pense que là où c'est important, c'est justement quand cette lutte, elle vient finalement faire converger tout un tas d'acteurs. C'est-à-dire que quand je prends le soin de préciser ça, c'est que je ne pense pas non plus qu'on puisse répondre à ces questions s'il n'y a pas une vraie imbrication de toutes les énergies. C'est-à-dire que si on continue à penser que c'est la faute de l'un et pas de l'autre, au lieu de se dire non, mais en fait, c'est notre problème commun, et du coup, on s'y attaque tous ensemble de là où on est avec les rôles qu'on occupe, ben, on ne s'en sortira pas, quoi. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question. Je suis un peu sûre d'avoir été confuse, mais j'espère que vous avez compris l'idée de converger pour faire front, quoi. Non, c'était super. Merci Bénédicte et merci de résister. Voilà, moi, tu m'as happée et puis je vois que Noémie, elle applaudit. Enfin, je ne t'ai pas trouvée confuse du tout. Merci beaucoup. Pierre-Henri, à nous. Pierre-Henri, est-ce que tu peux... Donc, toi, tu mènes un projet qui s'appelle Reconnexion. D'abord, j'ai bien envie d'entendre tes réactions par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis une demi-heure maintenant. Mes réactions par rapport à ça, ben non, mais là, j'ai juste une réaction comme ça spontanée là, en entendant Bénédicte. Il se trouve que ma maman est bénévole au Resto du Cœur et un jour, quelqu'un disait oh, en fait, la référence à Coluche, hein, qui revient tout le temps, quelqu'un disait en fait, Coluche serait fier de voir tout ce que c'est devenu maintenant en 20 ans. Et elle disait exactement ça. Elle disait non, mais en fait, je pense qu'il aurait plutôt honte et il serait plutôt dégoûté de se dire mais vous vous rendez compte de ce que c'est devenu? C'est-à-dire que le besoin a tellement augmenté que, en fait, voilà, il y avait des gens qui disaient ah, bah, c'est trop bien comme on a grandi. Et en fait, non, le but, c'est que ça disparaisse aussi, quoi. Enfin, c'était assez impressionnant. Ça, c'était juste une réaction comme ça, spontanée. Non, mais ce que j'apprécie vraiment en vous écoutant, comme souvent dans ces webinaires, c'est qu'on a la petite porte d'entrée de l'alimentation, mais en fait, c'est la première couche hein, d'un oignon, si je garde la métaphore alimentaire. Et en fait, on voit que ça amène plein de choses, quoi. La face visible et invisible d'un iceberg. Et là, moi, je suis assez touché par ces histoires de violence symbolique. Ouais, c'est assez costaud et ça fait un peu lien avec le projet Reconnexion notamment. Voilà. La transition est toute faite. Tu peux nous en dire un peu plus sur toi et puis qu'est-ce qui t'a amené à monter ce projet Reconnexion? Oui, ok. Donc, sur moi, pour commencer, je vais pas détailler mon CV, c'est pas le but de ce webinaire. Je pense que vous l'avez entendu, hein, on poursuit dans les accents chantants. Marie avait ouvert le bal. Moi, je ne viens pas de Belgique, hein, contrairement à peut-être ce que vous imaginez. Je viens de Franche-Comté, hein, département du Doubs. Et j'ai débarqué en 2010 en Pas-de-Calais pour travailler au Germoir. Donc, à l'association Le Germoir, j'ai deux missions au sein de cette association. C'est la mission Guide Asso, qui est accompagner les associations sur toutes les thématiques hein, financières, administratives, etc. Et puis une casquette qui est aussi animateur de l'espace test agricole. Donc, en gros, avec ces deux missions, on est vraiment dans de l'animation. Hein. Moi, je me définis vraiment comme un animateur. Et donc, notre fil rouge, hein, c'est un peu l'accompagnement. Hein, mettre en mouvement, accompagner des gens, accompagner des associations, des porteurs de projets, etc. Et au Germoir, avec l'arrivée notamment d'abord de Noémie puis de Chloé, la thématique alimentation a pris de plus en plus de place
Et puis, il faut dire aussi qu'à l'association Le Germoir, on a un plan de formation assez conséquent qui nous permet, nous, en tant que salariés, d'aller se former. Noémie, par exemple, sur du coaching. Moi, j'ai pu découvrir j'ai d'ailleurs une double activité. J'ai monté une asso qui s'appelle Balade à Clown, en plus du Germoir. Et donc, souvent, on dit on a plusieurs cordes à notre arc. Et en tout cas, ce qui nous relie, ça va être quand même le. Alors, ça peut paraître un peu cucu ce que je vais dire, mais c'est quand même l'humain. Voilà, je n'arrive pas à trouver d'autres mots de dire le côté humaniste, il est vraiment fort dans l'équipe du Germoir, dans nos compétences et dans ce qui nous fait vibrer professionnellement. Et donc, on avait en tête un jour de se dire, ben, ça serait sympa d'utiliser la ferme du Germoir, le site du Germoir, hein, qui, pour rappel, est en plein cœur du milieu rural du Pas-de-Calais, sur 4 hectares de terre en bio, dans un endroit plutôt sympa. On se dit, mais on pourrait quand même lier un projet qui pourrait amener un peu à agriculture et bien-être. Je t'entendais tout à l'heure, Chloé, parler de développement personnel. Alors ça, pareil, c'est un peu tous des termes galvaudés, bien-être, développement perso. On ne savait pas trop, mais on avait cette intuition de se dire, on peut utiliser le site du Germoir, la ferme, l'agriculture, l'alimentation, pour en gros accompagner à mieux vivre des personnes qui en auraient besoin. Ça, on le voit, par exemple, nous, on a des demandes de personnes victimes d'épuisement professionnel qui appellent notre collègue Augustin, qui disent ben, j'aimerais bien venir un peu mettre les mains dans la terre, venir faire du concret, venir même désherber des carottes, je serais fan. Bah, écoute, viens, nous, on est plutôt contents. Donc voilà, on sent qu'il y a quelque chose à faire autour de voilà, agriculture et bien-être. Et donc, on s'est dit ben, comment on peut amener tout ça. Et le déclic, comment ça s'est mis en place, ce projet Reconnexion, ben, encore une fois, hein, c'est une histoire de personnes, une histoire de rencontres. Hein. Noémie, elle dit toujours, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rencontres. Et ben, en fait, c'est un peu ça, c'est le pôle emploi de Hédin, de Marconnel, qui est venu faire une réunion d'équipe au Germoir. Ils ont juste loué un espace, loué la salle, et puis en sortant, il y avait ben, ce petit flyer de l'association Balade à Clown, où j'explique que j'anime des ateliers de clown. Et là, la directrice du pôle emploi, la responsable du RSA du Pas-de-Calais, parce que c'était une réunion avec plusieurs services, disent ah, c'est intéressant ça. Je me dis ah bah c'est chouette pour une fois qu'il n'y a pas des gens qui disent ah ouais le clown, le cirque, poète poète, puis qui captent un petit peu le côté humaniste, le côté développement perso de cette pratique artistique et culturelle. Donc on échange. Et puis là, on a mis un peu tous les ingrédients. Là, c'est à partir de ce moment que le projet a pris forme. Donc, c'était il y a un an, hein, tout juste, hein, octobre 2021. Et donc, j'enchaîne, Chloé. J'explique un peu ce que c'est. Ouais. Voilà. Je t'évite la petite phrase de transition. Donc, je continue et je développe le projet Reconnexion. Comment ça se passe? En gros, c'est une expérimentation. On a 3 semaines, une en mars, une en juin et la dernière en novembre 2022, où on va amener sur le site du Germoir pendant une semaine, du lundi matin au vendredi soir, des personnes. Alors, on utilise le terme public prioritaire, public fragilisé. Moi, je n'arrive pas à trouver un terme politiquement correct qui ne renvoie pas à trop de préjugés ou de jugements hâtifs. Ce que le Pôle emploi, eux, nous disent, c'est des gens fortement éloignés du monde de l'emploi. Eux, ils sont là-dessus. Parce que c'est quand même le Pôle emploi, notre principal financeur et partenaire sur ce projet. Donc là, on a pris presque le prétexte emploi pour monter ce projet Reconnexion. Et puis, je vous l'ai dit, hein, la politique RSA du département du Pas-de-Calais, et puis les missions locales proches, et puis plein d'acteurs autour du Germoir. Et donc, ils viennent du lundi au vendredi, ils repartent chez eux le soir pour en fait, faire plein d'activités autour de l'agriculture, de l'alimentation, plus. Ça veut dire qu'on a pris toutes nos compétences et qu'on monte en fait une semaine où la baseline, le petit slogan, c'est se remettre debout personnellement et professionnellement. C'était un petit peu ça, quoi. C'est donc se remettre debout. On était un peu là-dessus. Et il se trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc, si je détaille un petit peu le contenu de cette semaine, la phase d'accueil, elle est primordiale. Ça, c'est indispensable. On est vraiment très, très attentif à se dire, il y a une phase d'apprivoisement réciproque, de dire, OK, qu'est-ce que je viens faire ici? Voilà, moi, j'ai besoin de voir avec qui je vais passer la semaine. Moi, je reste l'animateur fil rouge, c'est-à-dire que je suis présent du lundi matin au vendredi soir. Et puis ensuite, mes différents collègues et d'autres personnes interviennent. On a par exemple Marie,
Pelletier qui vient faire de la traction animale. Donc, elle vient avec des chevaux sur le site du Germoir pour montrer qu'on peut faire du maraîchage avec des animaux. Ça cartonne. La relation avec l'animal, c'est vraiment génial. Je le fais en début de semaine. Je le fais le mardi. Ça passe vraiment bien. Ensuite, on peut avoir l'association À Petits Pas qui vient faire du land art. Donc là, pareil, petits pas de côté, décalage, qu'est-ce qu'on fait? Le land art, c'est quoi? Une pratique aussi un peu artistique. Putain, mais on se fait surprendre. Il y a des trucs magnifiques qui se mettent en place. Balade avec les ânes. Moi, j'anime aussi des randonnées où c'est vraiment un prétexte pour parler. Donc, on se présente le lundi matin en se promenant. Parce que forcément, vous l'avez compris, en tout cas, j'espère que vous l'avez en tête, on va casser les codes classiques. Le truc, par exemple, à surtout pas faire, c'est de se retrouver dans une salle lundi matin à 9h et dire on va faire un tour de table et chacun va se présenter. Ça, voilà, ça on oublie. Donc, voilà, il y a un café, il y a des choses à manger, des pâtisseries. Et puis après, hop, on va dehors et chacun présente son voisin en se promenant. Voilà, on essaie d'être vraiment sur le pas de côté. L'atelier clown que j'anime le mercredi, bah là, en termes de pas de côté, c'est aussi du gros level sur supporter le regard des autres. Commencer à jouer sur scène et les autres nous regardent. Regarder les autres. Voilà, donc petit à petit, on voit qu'il y a des évolutions, des déclics qui se font. Alors, pas chez tout le monde, mais jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. Et puis, le jeudi, par exemple, on a Solange qui vient faire avec nous un atelier autour du shiatsu, autour de l'automassage, des choses comme ça, et de la posture. La posture en lien avec l'ergonomie au travail. Comment on sort les épaules, comment on se tient droit. Et je vous disais tout à l'heure que le petit slogan, c'est se remettre debout. Et ben, il se trouve qu'on a eu une personne lors de la session du mois de juin qui, le vendredi, m'a dit mot pour mot, ah, c'est marrant cette semaine parce que j'ai dû régler le rétroviseur de ma voiture parce que je me tiens un peu plus droite maintenant dans ma voiture. Et je me suis dit, waouh, ça, à un moment, c'est quand même, comme retour, c'est quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que les gens, on voit bien le vendredi, le dernier soir, ben, en fait, on se serre dans les bras, on a vécu quand même une semaine intense, quoi. Tout le monde se regarde pour se dire au revoir, alors que le lundi, tout le monde baisse la tête et puis dit, qu'est-ce que je fous là, quoi. Voilà un petit peu comment ça se passe, le projet Reconnexion. Je vérifie. Ouais, je continue, Chloé, ça va? Ça va très bien, tu peux continuer. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vais vous lire en même temps. Et donc, peut-être vous dire un petit peu les limites, parce que là, je vous ai parlé des points positifs, un peu les limites de ce projet. Dans les limites, on a la mobilisation et la mobilité. C'est-à-dire que trouver des personnes pour venir, ce n'est pas toujours simple. Et puis, ben, le Germoir étant en milieu rural, c'est quelque chose qui est aussi compliqué sur les trajets. Donc, on bosse avec une asso qui s'appelle Lien Plus, qui gère un peu toute cette logique de la mobilité et qui les amène sur place. Et puis, je voulais évidemment parler de l'alimentation, parce que la semaine Reconnexion, l'alimentation, elle a un rôle hyper important. Et donc, ça, c'est dans les points positifs qu'on a pu voir sur mars et juin et qu'on va remettre en place en novembre. C'est qu'en fait, c'est une porte d'entrée, c'est un prétexte d'alimentation pour parler de plein de choses. Et donc, c'est notamment avec Chloé qui anime des ateliers de cuisine. Donc, les repas, en fait, sur les 5 journées, il y a une progression, il y a une évolution. C'est pas au hasard. Le premier jour, on se fait livrer par un traiteur de Fruges un repas qu'on partage ensemble, que nous, dans la salle du Germoir. Donc là, c'est encore la phase un peu d'apprivoisement du groupe, de confiance réciproque. Voilà. Le deuxième jour, on demande à un porteur de projet du Germois, quelqu'un de l'équipe, qui vienne cuisiner sur place pour le groupe. Donc là, on commence un peu à ouvrir à d'autres personnes, mais présents sur le site du Germois. Et puis le jeudi matin, on fait un atelier de cuisine, c'est Chloé qui anime ça. Et donc là, c'est vraiment génial, c'est le 3e jour. Et Chloé anime ça en échangeant. Ben, toi, comment tu fais tes sauces de salade, les vinaigrettes, les trucs, et puis chacun donne. Et puis tout le monde arrive en disant, bah, en fait, je ne sais pas cuisiner. Voilà. Et donc, le côté aussi dévalorisant, comment on le prend en compte, comment aussi les gens sont fiers de réussir à proposer quelque chose qui va être aussi après mangé entre nous. Et le jeudi, alors ça, on se fait un peu plaisir et je trouve que c'est sympa aussi dans la semaine, on va au restaurant. On va au restaurant à Fruges, on amène le groupe et pareil, encore un prétexte pour échanger en disant ben, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé au restaurant, voilà. Et là, on entend un peu les histoires de vie de chacun, les histoires d'addiction. Notamment, je dis ben, on va boire de l'eau à table
On voit des gens à la table derrière qui boivent une bière et du vin. Je vois un mec qui regarde un peu lourdement la table et puis je lui dis ah c'est un peu tentant et là hop il ouvre, c'est lui quoi, c'est lui. Moi je dis juste ah c'est un peu tentant de boire une bière, je vois que tu regardes ça. Et là 26 ans le bonhomme et il me dit que oui ça fait 5 ans qu'il a plus touché une goutte d'alcool et il me raconte son adolescence. Ok ouais voilà. Ouais. Et puis le vendredi eh ben on fait c'est un peu pour terminer la semaine pour le repas du vendredi. On anime, c'est Chloé qui fait ça encore, un atelier pizza où là, on fabrique des pizzas. Chacun fait sa pizza avec les ingrédients qu'il a envie, voilà. Et puis, on le propose aux gens du Germoir. On est à peu près une 10-15aine d'acteurs à travailler sur le site. Et on invite les gens à manger avec nous. Et là, c'est nous qui avons cuisiné pour eux. Voilà un peu la progression. Vous l'avez peut-être senti à l'instant quand je parlais du participant là, qui avait des problèmes d'addiction, j'en suis encore un peu ému. Et ce qu'on n'avait pas géré en équipe, enfin plutôt moi pour le coup, c'est l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que la première session, celle de mars, moi le vendredi soir, je l'ai pas vu venir quoi. J'ai vécu cette semaine d'accompagnement, de se dire au revoir le vendredi en disant purée, c'est génial ce qu'on a fait. Et le vendredi soir à la maison, j'ai eu un petit coup de mou en me disant mais en fait, moi, je suis dans ma maison, chauffée, je rejoins mon épouse, mes enfants, tout va bien, on va bien manger ce soir. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils deviennent quoi? Il y a quand même des gens qui vivent dans des maisons sans électricité, sur un sol en terre battue. Il y a des gens qui ont des difficultés quand même. Et je me dis, mais c'est quoi finalement, qu'est-ce qu'on fait voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait après cette semaine? Donc, on a retravaillé un peu plus sur le mois de juin, notamment avec le Pôle emploi, sur le lien après. Moi, je fais un bilan avec eux et puis on gère un peu ça différemment pour la suite. Et puis, notamment notre posture d'accompagnateur au sein de l'équipe. Et là, on va se faire un peu accompagner sur octobre-novembre, sur la session de reconnexion de novembre, avec une personne qui fait un peu de la sociologie autour de l'alimentation, pour être simple. Qui vient un peu nous accompagner pour re-questionner notre posture en interne. Moi, ce que je me dis un peu en synthèse, c'est que finalement, on s'appelle le Germoir, c'est pas pour rien. Parce que sur cette semaine, c'est une chouette parenthèse pour eux, c'est une chouette parenthèse aussi pour nous, c'est un projet qui est très impliquant, et en fait, on sème des petites graines. Certaines vont germer, d'autres pas, mais ça ne nous appartient pas. Et là, pour la session de juin, dans les petites graines qu'on a plantées chez les participants et qui ont germé, je peux vous parler de Bruno. Bruno, il a fait la semaine reconnexion du mois de juin. Il vient du sud de la France. Il revient dans le Pas-de-Calais avec beaucoup de soucis perso et professionnels. Et puis, il fait la semaine reconnexion. Et en fait, ça se passe super bien, notamment avec notre collègue Augustin, qui est le maraîcher accompagnateur sur la ferme. Et en fait, on lui a proposé de signer un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion, avec la maison d'accueil et de solidarité de Hédin. Et donc, Bruno, depuis plusieurs semaines, là, en fait, il a rejoint l'équipe du Germoir pour un contrat un peu plus long. Et l'idée, mais fais-moi signe, Chloé, enfin les deux Chloé, faites-moi signe si je vais trop loin dans l'explication. L'idée, c'est aussi de parler du Food Lab, peut-être rapidement. On a un projet d'atelier de transformation sur le site du Germoir. Et en fait, si jamais ces personnes-là, elles arrivent à travailler sur ce projet, cette légumerie, cet atelier de transport, en fait, elles vont monter en compétences, notamment sur des utilisations de machines, de laveurs, des protocoles HACCP, des choses comme ça. Et potentiellement aussi qu'elles vont trouver un peu plus de boulot après ce passage au Germoir, parce qu'autour du Germoir, il y a beaucoup d'industries agroalimentaires qui travaillent. Voilà. C'est super, merci Pierre-Henri. Et puis on voit ce qui était intéressant et c'est pourquoi on avait envie de t'entendre sur ce projet, c'est qu'on voit aussi que les gens que tu accompagnes, les problématiques avec lesquelles ils arrivent sont hyper transverses. Et donc, du coup, tu te retrouves effectivement, alors avec la porte d'entrée, je dirais, toi, c'est la porte d'entrée emploi, et puis il y a une porte d'entrée alimentation quand même, parce que c'est le Germoir, c'est l'histoire du Germoir. Et en fait, tu passes par cette petite porte et quand tu creuses et quand tu ouvres, tu te rends compte qu'il y a énormément de sujets sur lesquels il faudrait intervenir. Tu as parlé de mobilité, tu as parlé, je pense qu'il y a la mobilité physique, je suis capable de me rendre, il y a la mobilité aussi mentale, je me sens capable d'y aller et de passer cette porte. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment ton projet et comment tu essayes de participer à l'augmentation de l'estime de soi de ces personnes sur plein de volets, en fait. Et là-dessus, juste, la posture est hyper importante. C'est-à-dire, c'était, je crois, Chloé Martineau qui le disait tout à l'heure.
vraiment la posture non jugeante, pas de discours moralisant, culpabilisant. Voilà, on prend vraiment les gens là où ils en sont dans leur parcours, qui on est, pour vous dire qu'on a la bonne parole. Voilà. Je donne un exemple parce que vraiment, je trouve ça génial. Après l'atelier cuisine du mercredi, on sait qu'on ne reprend pas à 14h. On va plutôt reprendre à 14h30. Parce qu'avant de faire la vaisselle ensemble, Chloé, elle amène ça au moment du dessert. Quand les gens disent « Ah, c'est trop bon, le dessert », elle dit ben, « Ça veut dire quoi pour vous bien manger? C'est quoi un bon repas ?» Et chacun donne sa définition. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui arrivent. Et on échange autour de ça de manière posée à table. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on a des gens qui d'abord achètent des produits pour les animaux, ensuite pour le soin des animaux et seulement à la fin pour eux-mêmes, quoi. Donc nous, on va y aller mollo avec nos patates douces bio au germoir, quoi. Voilà. C'est très bien, la transition est parfaite. Ça me permet de vous rappeler qu'on avait fait un webinaire sur les injonctions alimentaires, enfin les injonctions dans nos projets alimentaires. Et donc, c'est l'occasion d'aller s'y référer. Je vous propose de prendre un temps de questions-réponses. Pierre-Henri, Marie, Bénédicte sont là pour vous. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que la personne qui souhaite poser une question allume son micro. Je vois que le chat, c'est pas votre truc aujourd'hui, c'est pas grave. Mais je suis sûre qu'il y a peut-être, en tout cas, ou je dirais soit des questions, soit même des réactions, soit même des partages. Et bien, c'est parfait. Caroline, je te laisse la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour cette conférence dont on a fort besoin en ce moment. Je voulais demander à Marie qui se présentait son asso comme le porte-voix des mangeurs. Je voulais savoir sous quel dispositif en fait vous faisiez émerger un petit peu du coup les voix des mangeurs. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. De manière générale, c'est vraiment l'accessibilité financière qui pose problème. Donc là, on est dans un combat pour augmenter les revenus de base, pour qu'ils puissent avoir le choix. C'est plutôt une discussion, une concertation dans laquelle ils expriment comment eux se sentent face aux invendus, face aux colis alimentaires, Et c'est nous qui cherchons ensemble avec eux des solutions qu'on n'a pas toujours, en fait, qui ne sont pas toujours possibles vu de la situation actuelle. Donc nous, on réfléchit du coup, comme je disais, avec paysans artisans pour la création de colis, mais qui ne seraient pas des colis, qui seraient en fait une possibilité d'acheter des produits à moitié prix, plus des produits frais, des produits laitiers, comme nous disaient qu'ils en manquaient dans les colis, pour qu'ils aient accès davantage. C'est tout le temps aller porter la parole pour que des décisions soient prises. En fait, c'est vraiment, on n'est pas nécessairement le porte-voix des mangeurs, on est le porte-voix des personnes qui sont en situation de précarité, mais qui sont aussi des consommateurs. Et donc, c'est vraiment notre rôle, c'est vraiment de porter leur parole auprès des politiques. On n'a pas nécessairement toujours des solutions. Et ce n'est pas non plus la responsabilité des personnes qui sont sous alimentation de trouver des solutions. Elles peuvent apporter des pistes, mais pas nécessairement des solutions. Voilà. Caroline, est-ce que ça répond à ta question? Oui, je comprends bien qu'il n'y a pas de solution toute faite, parce que sinon, on la connaîtrait. Et qu'il faut les adapter en fonction de nos territoires aussi, je pense. Enfin, je pense qu'il faut déjà faire un diagnostic du territoire sur lequel on vit. Et je pense que ce qui est très important, à mon avis, c'est aussi de faire un diagnostic du monde paysan dans lequel et du système agricole dans lequel on évolue, parce qu'on aura beau vouloir proposer une sécurité sociale de l'alimentation, si on n'a pas une production suffisante d'aliments sains, voilà. Nous, la question, on la voit à Dunkerque sur l'approvisionnement Restocco, quoi. Il n'y a pas de production bio suffisante pour alimenter les enfants. Bon, du coup, faut qu'il y ait un moment, une interpellation publique sur cette question-là, quoi. C'est global comme problématique, quoi. Merci. Merci Caroline. Avant de passer la parole à Marie-Claude, le temps qu'elle allume son micro, Clémence nous demandait si on connaissait des lieux où a été expérimentée la sécurité sociale alimentaire à l'échelle locale et les premiers résultats.
Noémie répond que dans le Luberon, au maquis, il teste une caisse alimentaire, il me semble, et Bénédicte précise qu'effectivement, il y a 2 territoires plutôt avancés, donc c'est l'Occitanie et également l'association Le Maquis à Loris, une belle ville que je connais très bien parce que ma famille est là-bas, et tout est répertorié dans le site. Donc n'hésitez pas à aller voir Le Maquis à Loris, notamment parce qu'en fait, ils peuvent justement partager leur expérience du Conseil local de l'alimentation. Peut-être juste pour, Oui, vas-y, Bénédicte. pour montrer qu'en fait, cette idée de sécurité sociale de l'alimentation, elle est aussi beaucoup liée à des choses que chacun sait déjà faire. C'est-à-dire que sur toutes ces dimensions, et je crois que c'est Noémie qui le reprécise, enfin, du coup, en fait, chacun teste des petits morceaux et c'est en fait toute cette recomposition qui est importante. Et du coup, ben, un groupement d'achat, enfin, type... voilà, il y a la sécurité sociale de l'alimentation, il ne faut pas la voir comme l'idéal auquel on se réfère, mais il faut saisir en fait ce qui est à notre portée pour arriver à transformer les choses qui font qu'aujourd'hui on est dans un système insatisfaisant. Et du coup, en ça, bah voilà, une épicerie sociale et solidaire, elle coche aussi certaines cases. Et c'est voir en fait de là où je suis, quelles cases je coche et vers quoi j'ai envie d'aller pour m'inscrire là-dedans. Et les initiatives qui sont répertoriées sur le site, c'est ce qu'elles mettent en avant. Et c'est ces démarches-là. Enfin, tout ça, c'était juste pour vous dire, ce n'est pas loin de vous et il ne faut pas arriver avec un modèle tout fait, financé, etc. Ça, j'en suis sûre, ça viendra de l'État à un moment ou l'autre, il n'a pas le choix. Mais pour le moment, voilà, on va arriver avec ce qui est en cours sur les territoires à pouvoir sensibiliser les uns les autres à aller vers ça. Marie-Claude, c'est à vous, on vous écoute. Oui, alors moi, je me suis inscrite à ce webinaire parce que je suis bénévole au Resto du Cœur et j'ai pris contact il n'y a pas très longtemps avec d'autres bénévoles, avec le Germoir. Notre souci, c'est qu'on se retrouve à récupérer des produits alors qu'on appelle invendus, date courte, etc., sur un magasin du secteur. Et dans un premier temps, ça nous a rendu très, très heureux parce que ça nous a permis de diversifier un maximum les produits proposés, parce qu'en fait, on ne donne pas de colis chez nous. Les personnes accueillies viennent choisir leurs produits dans nos rayons, en fonction, bien sûr, d'un certain nombre de portions qui leur sont attribuées. Ça, c'est le fonctionnement des restos. Donc, on était très contents parce que ça nous permettait de diversifier. Et puis, on s'est trouvé avec une telle quantité de produits qu'on n'arrivait plus à les distribuer en temps et en heure pour qu'ils soient encore, entre guillemets, corrects. Et en même temps, se refusant à gaspiller, donc à jeter ces produits. On cherchait donc une solution de transformation au bon moment pour que ces choses récupérées puissent être distribuées aux personnes accueillies. Voilà. Alors là, au fur et à mesure de l'échange, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire complètement fausse route, puisque on va contribuer un peu plus à cette puissance économique et politique en limitant au maximum le passage à la poubelle des produits et en amplifiant la distribution à des personnes dans la précarité de ces fameux produits qu'on aura transformés. Voilà. Ai-je été claire? Tout à fait. Il me paraissait une très bonne idée au départ. À la suite du webinaire, je ne suis plus tout à fait sûre. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir rapidement sur… Ouais, moi, je veux bien réagir par rapport à ça parce qu'on s'est rencontrés justement sur ce sujet-là il y a peu de temps. En fait, je pense que il y a plusieurs voies d'intervention, entre guillemets.
et aussi un laps de temps une inscription des projets dans le temps qui va être différente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le système d'aide alimentaire, il est comme ça. Et du coup, on est, entre guillemets, obligé de faire avec. Donc, essayons de faire mieux encore avec ce qu'on a. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est tirer la ficelle de... vraiment, ce qui va être important, je pense, dans notre coopération, c'est de tirer les ficelles de... En fait, on implique les gens. Le but, c'est d'impliquer au maximum les mangeurs qui vont faire partie du projet. Même si on continue à transformer dans un premier temps des produits industriels et des invendus dont on n'a pas le choix, qui nous sont imposés, etc. Ça, c'est un constat. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que ça, c'est, entre guillemets, pour moi, un prétexte pour commencer à travailler ensemble, pour impliquer les gens, pour qu'on puisse se connaître, savoir comment on va travailler ensemble, et après, aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, demain, il n'y a rien qui nous dit que ce qu'on va transformer, ce n'est pas des super bonnes carottes bio, soit qui viennent de chez nous, soit qui viennent du maraîcher d'à côté, quoi. Et du coup, il y a vraiment cette notion de progression dans le temps et puis d'acculturation et de voir ce qu'on veut faire ensemble, quoi. Donc non, moi, ça ne me paraît pas être une bonne idée. Je viens avoir d'autres tours, mais... Comme il nous reste peu de temps, je vais laisser la parole à Jeanne qui a une question avant de laisser Noémie conclure. Bonjour, du coup je suis désolée, j'ai un problème technique pour l'écran, mais je ne sais pas si vous m'entendez là. C'est bien, ok, super. En fait, ce n'était pas forcément une question, mais en tout cas, je voulais remercier pour ce webinaire qui était fort intéressant. Moi, je voulais juste partager en fait des initiatives. Enfin, on a parlé de plein de choses, la question de la production, on a parlé des producteurs, des circuits courts, etc. Avec le réseau Cocagne, en fait, je vois plein d'initiatives qui se passent à droite, à gauche. Et du coup, en tout cas, le réseau Cocagne, lui, se pose aussi la question de l'accessibilité alimentaire pour les mangeurs au sens large, avec un programme qui s'appelle Panier solidaire, où en fait, c'est voilà, cette question de droit commun, vous l'avez dit, comment en fait on peut essayer de lever les freins ensemble. Et donc, c'est aussi de travailler avec des jardins en insertion, en maraîchage biologique, mais aussi avec d'autres producteurs locaux. Et en fait, comment on travaille sur le territoire avec les différents acteurs. Et donc, voilà, il y a des choses qui se passent aussi avec aussi les associations d'aide alimentaire, les CCAS, les CAF, etc. Et donc, voilà, va de plus en plus, en fait, aussi avec un accompagnement alimentaire autour du jardin, autour de la cuisine ensemble, etc. Donc voilà, et je rejoins l'idée de dire plus nombreux on sera à aller dans le même sens. Je pense qu'on aura aussi plus de poids et peut-être plus d'écoute par rapport aux politiques aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Noémie, je te laisse la parole. Merci, Chloé. C'était super. Enfin, moi, j'ai adoré. En fait, c'est même un peu émouvant. Ça m'a touchée. Bon, je suis rapidement touchée. Mais en fait, enfin, je sais pas, je trouve que c'était très lié à du réel. Et en fait, c'est ça dont on a besoin. Encore là, c'est un peu, ça me remue un peu. En fait, je voulais faire une forme de synthèse un peu de ça, de ce qui a été entendu et de se dire, c'est quoi les leviers d'action? Okay, on est tous là en train de monter des projets, des actions avec des bonnes intentions. Et c'est quoi les leviers? De ce que j'ai entendu, du coup, le premier truc vraiment, c'est d'écouter, quoi. De partir, vous l'avez dit, partir de la parole des personnes. PH, il a parlé d'apprivoisement. Donc, il y a des choses qui se font petit à petit. Donc, ça, c'est vraiment un travail sur la posture personnelle qui va le permettre. Hein. Donc, cette idée qu'on défend, nous, qui est de transition écologique, transition intérieure, pour nous, effectivement, elle est assez importante de travailler ensemble sur ce qui se fait. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, il y a une supervision un peu apprenante de toute notre équipe pour savoir, justement, pour se remettre en question sur nos pratiques régulièrement par rapport à ça. Donc, écoutez, de comprendre la personne comme elle se comprend. Et là, effectivement, nous, on choisit d'aller accéder un peu à l'émotion parce que ça n'est pas qu'une question d'accessibilité. Les personnes, si elles se bloquent avec des croyances limitantes, avec un système de valeurs qui a été bafoué,
qui du coup sous-tendent des comportements qui ne s'autorisent pas, ou alors des comportements un peu réflexes. Le cerveau est une machine un peu bête et méchante et reproduit des choses qu'on considère être comme étant sa norme alimentaire. Donc aujourd'hui, pour casser ça, finalement, il faut aller le comprendre aussi. Ça, c'est un des leviers assez importants. En 3, on peut dire inspirer et progresser ensemble. J'ai entendu la question du temps. Et ça, c'est bien. Et vous voyez, sur reconnexion, ce qui a été choisi, c'est d'y aller pas à pas. C'est vraiment pour éviter toute forme de allez, on te jette dans le grand bain, vas-y, c'est bon, tu as tout sur place, tu peux y aller. Il y a vraiment cette idée d'inspirer et de progresser ensemble. 4, accompagner à agir, où on est vraiment faire avec et pas pour. On l'entend tout le temps, faire avec et pas pour et tout. Mais vous voyez bien que le fait de faire avec, c'est ça qui va permettre de se dire, OK, c'est moins violent, c'est-à-dire on va dépasser le fait d'apporter des solutions toutes faites. Et puis, j'ai adoré l'idée du don et du contre-don, et qui peut se traduire à la fin de reconnexion par, en fait, on vous fait à manger et on vous fait à manger à tous. Donc là, il y a quelque chose autour de la reconnexion entre les humains qui est importante, je trouve. Et moi, 5e levier, parce que je suis une méthodologiste, c'est identifier vos indicateurs d'impact, travailler vos mises en récit, travailler surtout sur qu'est-ce que vous avez produit et faites-vous aider pour le faire. Parce que ce qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est important. Et en fait, il faut absolument qu'on arrive à dire que ça produit des belles choses et pas que des chiffres. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus. Merci. Merci Noémie. Merci beaucoup. On va faire un petit récap. Ce webinaire a été enregistré, il sera disponible en ligne. Chloé, tu nous racontes la prochaine fois qu'on se voit et tu nous en dis un peu plus? Alors, la prochaine fois qu'on se voit, donc là, il y a plus que, forcément, comme c'est un par saison, il n'y a plus qu'un webinaire pour 2022 qui aura lieu en décembre, donc le 13 décembre, voilà, sur les mêmes horaires. On est toujours sur les mêmes horaires et on est preneur de thèmes. Pas qu'on n'en ait pas sous la main, mais toujours dans cette aussi dynamique de faire avec. Et voilà, on est aussi là pour vous écouter et connaître un peu les besoins qu'il pourrait y avoir dans vos projets ou sur le territoire pour aborder des thèmes sur lesquels on pourrait réunir, pareil, de la même façon, des intervenants pour avoir des éclairages sur une thématique spécifique. Donc, je ne sais pas si là, comme ça, vous en avez, vous pouvez le dire, vous l'écrirez dans le chat. Ou sinon revenir vers nous plus tard ou pas, voilà. On va vous envoyer par mail la vidéo de ce webinaire-ci, si vous avez envie de la partager. On va vous envoyer le lien d'inscription pour le prochain webinaire et ce sera l'occasion pour vous de nous dire si vous avez des idées de thèmes. En tout cas, n'hésitez pas. Il me reste à remercier nos 3 intervenants avec qui j'ai passé un super moment, Pierre-Henri, Marie et Bénédicte. Merci parce que ça a été fluide et c'était un plaisir de vous avoir. Enfin voilà, ça a été facile en fait. On ne s'est pas bagarré pour que vous acceptiez avec envie de notre invitation et puis tout s'est bien déroulé. Donc vraiment un grand merci pour votre présence aujourd'hui et pour votre partage. Merci à Chloé et à Noémie d'imaginer des webinaires comme ça qui permettent justement d'aborder des sujets différents autour de l'alimentation. Et je vous souhaite, et c'est le cas de le dire, un bon appétit et une belle fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci.